Chers collègues, j'ouvre cette séance de la Commission des affaires économiques. Merci d'avoir répondu nombreux à l'invitation qui vous a été adressée. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Israël, qui est le président directeur général d'Ariane Espace. Nous sommes déjà, monsieur le président directeur général, dans l'espace, à regarder le dernier film Matt Damon. Ça va être intéressant de voir comment ça se passe sur la planète Mars. Bon. En tout cas, merci de venir devant notre commission. Nous avons des compétences très larges, puisque ça va du sillon jusqu'à l'espace, aux satellites. Et nous accordons évidemment une place très importante au secteur spatial, du fait de la place que la France et l'Europe occupent, mais aussi des retombées industrielles que nous connaissons sur beaucoup de nos territoires. Certains pourront en témoigner. Alors, Ariane Espace est le leader mondial du transport spatial commercial, il faut le rappeler, avec une part de marché qui dépasse 50% et de façon constante depuis plus de 20 ans. Et je vous rappelle également que, je rappelle à mes collègues, que vous êtes chargé d'exploiter les lanceurs qui sont développés par l'Agence spatiale européenne. Il y a Ariane, il y a Vega, ce que vous faites sur le site de Kourou, en Guyane, en partenariat avec le CNES. Alors l'année 2015 est une année qui a été faste, 12 lancements attendus, donc nous sommes presque à la fin et on va vérifier que les 12 auront été réalisés, ce qui veut dire que c'est un record. La prise de commande de OneWeb, représentant 29 lancements à venir, est à mentionner tout particulièrement. Et avec un carnet de commandes de plus de 70 satellites à lancer, vous avez du travail aujourd'hui jusqu'en 2018. Quel est l'industriel qui imaginerait d'avoir un carnet de commandes aussi chargé? Tant mieux pour vous, bien sûr, mais surtout tant mieux pour nous. Alors, tout cela est dû au fait que ces lancements sont à la fois fiables et réguliers. Et ça, c'est la marque de fabrique d'Ariane Espace face à ses concurrents. Nous avons 67 lancements réussis de suite pour la seule Ariane 5. De suite. Et sur le long terme, la création de votre société a permis à l'Europe spatiale de développer son outil industriel et surtout d'affirmer son indépendance vis-à-vis des États-Unis. Alors l'espace est un secteur qui a, en l'espace de quelques années, si j'ose dire, opéré une vraie révolution, d'abord du côté des applications, avec par exemple des projets de constellation en orbite basse portés par les géants américains de l'Internet pour connecter le monde entier par satellite. Et à cet égard, la visite que nous avions faite au Bourget en juin dernier, nous étions un certain nombre de membres de la Commission des affaires économiques, a été une révélation, je le dis, de voir le nombre de satellites de télécommunications qui vont circuler au-dessus de la planète pour couvrir la presque totalité de celle-ci, avec des questions qui ne relèvent pas d'Ariane Espace, mais par rapport aux difficultés que nous avons parfois amener le haut débit, voire le très haut débit sur nos territoires, est-ce que dans quelques années, les technologies qui sont en train de se mettre en place ne vont pas tout simplement pallier les autres solutions, notamment filaires? Bon, c'est un autre débat, j'en conviens, mais malgré tout, je veux dire, moi je suis revenu du Bourget avec de vraies questions par rapport au choix que nous serions amenés à faire. Alors, la révolution, c'est également du côté des lanceurs, avec la montée en puissance de nouveaux acteurs. Alors, je pense notamment à SpaceX, qui est concurrent américain, qui n'existait pas il y a une douzaine d'années. Bon, nous serons évidemment très très intéressés à connaître votre point de vue. Alors aujourd'hui, la filière des lanceurs est en passe d'être refondée, et vous êtes naturellement au cœur du processus, avec diversification des activités, rééquilibrage des carnets de commandes au profit de petits satellites. On voit bien que c'est le marché dans les années qui viennent. Et puis, d'une façon générale, on devine qu'il va y avoir une recomposition de l'industrie spatiale face aux offensives américaines, qui sont particulièrement redoutables. Alors, je vous inviterai également, ce qui n'est pas une question parce que vous alliez en parler, mais à nous parler de Ariane 6, qui est développement actuel de nos
lanceur, avec un lancement qui est prévu pour 2020. Et puis, écoutez, d'autres questions, j'ai déjà parlé trop longtemps, qui pourront nourrir les échanges auxquels nous allons procéder aussitôt après. Le mieux, Monsieur le Président, directeur général, on va dire, Monsieur le Président, pour faire plus court, c'est de vous laisser la parole et j'inviterai les uns et les autres à se manifester de façon assez claire pour manifester leur souhait de poser des questions. Parce que des fois, il y a des petits malentendus. Le fait d'avoir un peu levé le doigt ne permet pas forcément d'enregistrer la personne. Bon. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie pour cette audition et je vous remercie aussi pour le nombre de l'assistance ce matin, car je ne m'attendais pas forcément à ce que vous soyez aussi assidus et j'en suis très heureux pour l'espace. C'est le nouveau Sénat, Monsieur le Président. Non, je ne connais pas l'ancien, donc ça n'est pas... Eh bien, vous l'oubliez. Je m'adresse à moi-même et non pas au Sénat et je suis très sensible et pour l'espace que vous soyez aussi nombreux ce matin. Bon, vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous sommes dans un contexte de changement, changement s'agissant des satellites, changement s'agissant de la concurrence, changement s'agissant de l'Europe spatiale et de sa gouvernance. Et c'est finalement toujours passionnant d'avoir la chance d'être en responsabilité dans des moments de changement. Alors, quelques mots d'abord sur Ariane Espace en général et Ariane Espace en 2015, parce que je pense qu'il est à la fois important de bien comprendre le rôle que joue Ariane Espace dans la chaîne, la valeur ajoutée, la chaîne de valeur des lanceurs, et puis où nous en sommes en 2015. Après, j'évoquerai, si vous en êtes d'accord, justement tous ces moments de changement et ces paramètres de changement. Et puis, enfin, on parlera de la façon dont Ariane Espace peut s'insérer dans le nouveau paysage qui est en train de se mettre en place. Alors, bon, Ariane Espace a été créé en 1980. Nous sommes leaders sur le marché commercial qui, il faut toujours le savoir, est un marché assez étroit car l'essentiel des lancements de satellites sont faits pour des clients institutionnels. Et notre position de leader sur le marché, c'est un marché de 23 à 25 satellites de télécommunications que nous nous disputons avec nos concurrents chaque année et dont nous avons plus de 50% de part de marché. Nous lançons aussi des satellites institutionnels, j'y reviendrai, pour l'Europe, Galileo, Copernicus, mais il faut voir que le cœur de marché d'Ariane 5, les satellites de télécom, c'est tout de même un marché assez étroit. Alors, Ariane Espace, et c'est une première singularité, nous sommes une PME par le nombre de nos salariés. Il y a 330 collaborateurs directs dans l'entreprise, puisque l'essentiel des effectifs est en amont dans l'industrie à qui nous achetons le lanceur, et singulièrement notre prime Airbus Safran Launchers, qui a des effectifs, vous le savez, à Vernon, au Mureau et en Aquitaine pour l'essentiel. Donc, le nombre de nos collaborateurs directs fait de nous une PME. Notre chiffre d'affaires est celui d'une ETI, puisque nous aurons cette année un chiffre d'affaires environ d'1,4 milliard, ce qui est un chiffre d'affaires confortable et important. Et puis je dirais, en raison de notre mission d'assurer une indépendance d'accès à l'espace à l'Europe, en raison de l'attachement des Français, mais c'est un projet européen et j'y insiste, pour Ariane, qui n'a d'équivalent qu'Airbus, nous avons une sorte de renommée qui peut être égale à celle d'une entreprise du CAC 40. Mais c'est une spécificité. Nous sommes avant tout, à certains égards, une ETI avec un nombre de salariés directs assez limité. Nous avons un siège à Évry, un établissement en Guyane, des bureaux à Washington, Tokyo et Singapour. Et vous l'avez dit, notre mission, c'est d'opérer 3 lanceurs, Ariane naturellement, Vega, qui est un lanceur sous maîtrise d'œuvre italienne, Avio ELV, Soyouz, dans le cadre d'un partenariat original avec la Russie et l'agence Roscosmos, que nous avons d'abord opéré depuis Baïkonour et que nous opérons depuis la Guyane depuis 2011. Nous opérons ces 3 lanceurs. Nous avons une mission d'autonomie d'accès à l'espace pour l'Agence spatiale européenne et ses États membres. Donc nous devons être disponibles pour leur mission et nous le sommes, nous le montrons cette année pour Galileo et Copernicus. Mais nous devons toujours être compétitifs à l'export parce que la singularité du modèle européen, c'est que comme il n'y a pas
un marché domestique à la fois garanti et suffisamment important, nous devons être conquérants et gagnants à l'export, et nous le sommes, puisque l'écrasante majorité de notre chiffre d'affaires est fait à l'export. Et toute l'histoire d'Arianespace, c'est à la fois, et j'espère que ce sera encore plus vrai avec Ariane 6, d'avoir le plus grand nombre de clients européens institutionnels, mais d'avoir aussi des clients à l'export. Et notre carnet de commandes a toujours eu une part plus importante de clients privés que de clients publics, ce qui est une singularité par rapport aux autres lanceurs. Quand vous prenez nos concurrents ont davantage de clients publics que privés. Donc nous n'avons pas le choix, nous devons gagner à l'export. Ça, c'est pour le paysage d'ensemble. Après, pour dire un peu plus précisément ce que fait Arianespace, nous achetons des lanceurs à l'industrie. Nous les achetons à Airbus Safran Launchers pour Ariane, à Avio ELV pour Vega, à Roscosmos pour Soyuz, et nous prenons le risque commercial. C'est nous qui devons les revendre au marché, et donc il y a un partage du risque entre l'industrie et nous. Ils prennent les risques industriels, mais c'est nous qui prenons le risque commercial. Nous avons acheté un lot de 18 Ariane 5 en 2013, et nous devons, par exemple, les vendre à nos clients. Notre deuxième mission, c'est que nous sommes un acteur très important en Guyane où nous réalisons les opérations de lancement. L'industrie nous passe, si vous voulez, la propriété du lanceur, on va dire à peu près un mois avant le lancement. Et là, Arianespace va vraiment prendre la responsabilité de toutes les opérations qui mènent au lancement. Faisant cela, nous injectons sur la base spatiale quasiment 200 millions d'euros tous les ans et nous sommes de loin le premier donneur d'ordre sur la base spatiale. Nous travaillons étroitement, naturellement, avec notre partenaire du CNES, du Centre spatial guyanais, mais Arianespace a un établissement en Guyane, 70 personnes qui y sont de façon stable, beaucoup plus au moment des campagnes, et nous faisons travailler plus de 500 personnes, les industriels sols, dont nous sommes les donneurs d'ordre. Donc nous sommes un acteur très important sur la base à travers ces opérations de lancement. Et troisième mission, c'est d'avoir le contrôle de tout ce qui mène précisément au lancement lui-même. Et ce sont les équipes d'Arianespace qui disent si finalement on peut y aller ou ne pas y aller. Et donc ce sont nos équipes d'ingénieurs qui sont garants de la fiabilité ultime du système et du fait qu'à un moment on prend la décision de lancer. Nos amis du CNES ont des compétences au titre de la loi sur les opérations spatiales et sur la sauvegarde, mais d'un point de vue technique, c'est nous qui disons si le lanceur est apte au vol ou ne l'est pas. Et donc, naturellement, nous sommes comptables des succès ultimes de nos lanceurs. Donc, une activité commerciale, une activité industrielle en Guyane, une activité d'ingénierie et d'expertise autour de la décision finale d'aller au lancement. Alors, naturellement, nous prenons place dans un paysage plus vaste. Il y a les agences, il y a l'industrie, il y a nous-mêmes. Vous savez que les lanceurs Ariane et Vega représentent plus de 15 000 emplois en Europe, dont la moitié est localisée en France. Vous savez que la France représente à peu près un peu plus de la moitié de la valeur ajoutée d'Ariane 5, et ça sera vrai aussi sur Ariane 6. En Guyane, 1700 personnes travaillent sur la base, dans 40 sociétés différentes, et il y a 9000 emplois au total qui dépendent du spatial. Donc évidemment, pour la Guyane, le spatial est tout à fait clé. Nous sommes un contributeur important au commerce extérieur. 90% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Cela montre l'ampleur du phénomène que j'indiquais sur l'importance de l'export pour Arianespace. Et j'en viens maintenant, après ces éléments généraux, à l'année 2015. Et ça a été effectivement, ou c'est, puisque l'année n'est pas encore terminée, et avant qu'elle ne s'achève, il faut rester prudent, mais c'est d'ores et déjà une très bonne année pour Arianespace. Nous sommes en passe de réaliser 12 lancements, ce qui serait un record absolu pour la gamme, Ariane, Soyuz, Vega. Nous en avons déjà réalisé 9, nous en avons 3 autres encore à réaliser. Et de façon assez emblématique d'ailleurs. Nous avons une Ariane pour Arabsat, qui est l'opérateur de la Ligue arabe, et en position basse, il y aura l'ISRO, l'agence spatiale indienne. Nous avons un Vega pour le satellite scientifique de l'ESA, l'ESA Pathfinder, et nous avons un Soyuz pour Galileo, programme phare de la Commission européenne et de l'ESA. Donc on voit bien dans les 3 prochains lancements comment Arianespace va réaliser sa mission à la fois d'être au service des États européens et d'être conquérante à l'export à travers le lancement d'Ariane 5.
Mais nous avons d'ores et déjà réalisé 9 lancements. À la fin de l'année, si tout se passe bien, nous aurons réalisé 6 Ariane, 3 Soyouz et 3 Vega. L'an dernier, nous avions réalisé 11 lancements. Cette année, c'est un de plus. Et ça serait effectivement un record pour la gamme. L'autre record, il est commercial, car quand on fait la totalité d'Ariane, Soyouz et Vega, cette année, nous aurons capturé, comme on dit en mauvais français, quasiment 2 milliards d'euros nouveaux de chiffres de prise de commande. Alors, c'est dû aux 3 lanceurs. Vega, nous avons réalisé des commandes pour l'équivalent de 3 Vega, et nous avons une commande via Google, ce qui est très important. C'est la première fois qu'il y a un client purement privé qui va monter à bord de Vega pour de l'observation de la Terre. Avec Soyouz, nous avons eu cet énorme contrat pour la constellation OneWeb en orbite basse qui participera à la connectivité globale. C'est un projet extrêmement ambitieux qui doit encore franchir des étapes dans son financement. Mais là où je veux insister, ou le point sur lequel je veux insister, c'est qu'il s'agit d'un contrat ferme de 21 lanceurs Soyouz qui ont été commandés à Arianespace, qui seront lancés depuis la Guyane et depuis la Russie, puisque nous continuons ce partenariat avec la Russie. Et nous espérons évidemment que ce projet trouvera tous ses financements ultimes, mais aujourd'hui c'est un projet extrêmement solide et qui a donné lieu à cette commande de 21 lanceurs fermes, qui est la plus grosse commande du transport spatial commercial. Et s'agissant d'Ariane, nous sommes d'ores et déjà, pour Ariane, à 10 satellites rentrés en carnet de commande. Nous avons maintenu notre part de marché de plus de 50%. Donc c'est une bonne année, évidemment, pour Arianespace en termes de prise de commande. Si je reviens un tout petit peu sur les lancements, j'ajouterais qu'on a eu un 68e succès d'affilée pour Ariane, 5 succès d'affilée pour Vega, et la fiabilité est évidemment clé pour nous. Quand on se compare à nos concurrents directs sur le marché commercial, à la fois le lanceur russe et le lanceur américain qui nous font concurrence ont connu des échecs cette année. Il faut rester extrêmement modeste, extrêmement déterminé, parce que la science des lanceurs est une science où l'échec, c'est ce que disait un de mes lointains prédécesseurs, n'est jamais très loin du succès. Donc il faut rester modeste, mais cette fiabilité aujourd'hui elle est là et c'est évidemment un atout très important pour nous. Alors nous avons donc un carnet de commande de plus de 5 milliards d'euros, 35 clients répartis dans le monde entier, ça représente 4 ans d'activité et notre carnet de commande représente l'équivalent de 21 lancements d'Ariane 5, 21 lancements de Soyouz avec la commande OneWeb et 10 lancements de Vega. Et il est fait pour 80% par des missions commerciales et 20% en valeur pour des missions institutionnelles. Et nous avons rééquilibré les missions vers l'orbite GTO et vers l'orbite non GTO à travers la commande OneWeb. Donc pour la première fois, nous avons la moitié de notre carnet de commande qui est faite de missions non GTO et l'autre moitié de missions GTO. Bon, voilà un peu pour le panorama Arianespace et Arianespace en 2015. Alors, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous sommes dans un paysage qui est en profonde mutation, en profonde évolution. Et ces évolutions, on les voit sur différents pans de notre activité ou de notre environnement. Évolution dans les services de lancement. La grande évolution, c'est que pendant des années, le premier concurrent d'Arianespace a été le lanceur russe Proton. Et puis le Proton a connu beaucoup de difficultés, donc sa concurrence s'est faite moins vive. Et à l'inverse, depuis le début de la décennie 2010, nous avons un nouveau concurrent américain, SpaceX, qui a des ambitions à la fois sur le marché institutionnel et sur le marché commercial, qui nous a obligés à réagir, on y reviendra si vous le souhaitez, par des ajustements tarifaires, car ils sont arrivés avec des prix très bas. Et là où pendant la décennie 2000, Ariane a eu surtout en face d'elle le Proton, elle a maintenant davantage en face d'elle SpaceX. Alors je dis davantage parce que depuis son dernier échec, le Proton a connu 3 succès d'affilée et il ne faut pas penser qu'il aurait disparu du paysage, il est toujours là. Donc en fait, nous devons compter avec le Falcon de SpaceX, le Proton commercialisé par les Américains d'ILS, mais c'est un lanceur russe, et nous devons dans ce paysage arriver à maintenir 50% de part de marché, ce qui n'est pas toujours facile. La deuxième révolution, c'est la révolution dans le domaine des technologies satellitaires,
parce qu'il y a un succès croissant de la propulsion électrique pour les satellites. La propulsion électrique, ça consiste à remplacer les ergols des satellites par l'électricité. Et donc, évidemment, il y a toute une partie de la masse des satellites qui est libérée. Et pour le même service en orbite, vous pouvez avoir des satellites quasiment 2 fois plus légers. Alors, pour Ariane Espace, c'est important parce que nous lançons un gros et un petit satellite. Et si on va dans un paysage où il y aura davantage de petits satellites, nous devons nous y adapter. Et d'ailleurs, Ariane 6 répond parfaitement à cette évolution. Mais nous devons anticiper un marché où il pourrait y avoir beaucoup de petits satellites, alors que dans le passé, le mix entre petits et gros était plus équilibré, où il pourrait aussi y avoir des satellites moyens. On va avoir, du fait de la propulsion électrique, un paysage à la fois en volume et en masse de satellites beaucoup plus éclaté qu'il ne l'a été durant une vingtaine d'années. Et donc, il va falloir apporter des solutions de lancement plus flexibles. Et puis, la troisième révolution, vous en avez dit un mot, Monsieur le Président, c'est toute la question du rôle que l'espace va jouer dans la connectivité globale. Aujourd'hui, les satellites que nous lançons pour Ariane sont pour l'essentiel des satellites de télécom dont la mission première est de donner accès à des chaînes de télévision. C'est ce qu'on appelle en anglais le broadcast. Demain, il est possible que l'espace serve beaucoup plus qu'aujourd'hui à assurer des solutions de connexion à Internet en complément des solutions filaires. Et là, cela pose deux questions. D'abord, est-ce que l'espace va vraiment être une solution en plus dont disons, le modèle économique global sera soutenable, qui fait que les acteurs iront vers des solutions spatiales? Et puis, si l'espace apporte ce soutien à la connectivité globale, quelles seront les bonnes solutions? Sans entrer dans le débat, toute la communauté spatiale est agitée aujourd'hui par des gens qui disent qu'il faut aller en orbite basse parce que ça réduit le délai de latence entre le satellite et la Terre. Certains disent qu'il faut aller en orbite moyenne parce que c'est le parfait mix entre délai de latence et couverture large. Et certains disent qu'il faut continuer d'aller vers l'orbite géostationnaire parce que rien ne vaut le géostationnaire. Et donc nos clients ont des débats assez importants. Nous sommes agnostiques et nous sommes prêts à lancer tous les satellites. Orbite basse, orbite moyenne, géo, cela nous va très bien. Nous avons rentré cet énorme contrat avec OneWeb, mais nous devons savoir que nous avons lancé pour Internet et pour O3B, derrière lequel il y a l'opérateur SES, une constellation qui s'appelle O3B, qui est en orbite moyenne, et Eutelsat, qui est un client très important pour nous, a des projets plutôt vers l'orbite géostationnaire. Bon, mais la question qui va être vraiment pour l'espace une question clé, c'est est-ce que nos satellites, les satellites que nous mettons en orbite, assurent de plus en plus de services pour Internet, services mobiles à travers la connexion, par exemple, aérienne ou demain dans les voitures. Ça peut être aussi de l'Internet fixe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la demande de connectivité explose, et elle explose pour deux raisons. Le monde dit émergé va avoir de plus en plus besoin de connexion. Quand vous serez dans une voiture, elle sera de plus en plus connectée. On fera la mise à jour de votre système de navigation directement, sans aller au garage. Et ça, c'est un besoin de connexion énorme. Votre domicile sera de plus en plus connecté au-delà de vos tablettes. Et puis, le monde dit émergent, mais qui est déjà devenu un acteur économique majeur, va lui accéder à la connexion à Internet dans des zones géographiques en Asie et en Afrique où on sait très bien que le filaire ne pourra pas, ou la fibre ne pourra pas être une réponse globale. Donc la demande de connexion va exploser et tout le monde pense que ça peut être une opportunité pour l'espace, mais il va falloir trouver le bon modèle économique. Donc il y a cette triple révolution de notre concurrence, révolution des technologies satellitaires, révolution dans les applications auxquelles mènent les satellites. Alors, ce contexte de changement, et j'en terminerai par là, nous impose de changer nous-mêmes. On ne peut pas rester un point fixe dans un paysage qui change autant. Et l'Europe, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, a pris vraiment le taureau par les cornes et a pris des décisions tout à fait structurantes qui, je veux le dire d'emblée, vont dans le bon sens et sont les bonnes décisions. Il y a eu un moment emblématique, ça a été la conférence ministérielle de l'ESA de Luxembourg en décembre 2014. Et quelles décisions ont été prises à la fois à la conférence ministérielle et depuis? La première décision,
ça a été de doter l'Europe de 2 nouveaux lanceurs, une évolution de Vega, Vega C, qui sera disponible dès 2018 et qui, pour le même prix, offrira plus de performance, et puis naturellement Ariane 6. Ariane 6 dès 2020. Alors Ariane 6, vous savez, choisir un lanceur, c'est une décision qui vous engage pour 20 ou pour 30 ans. C'est un grand moment de réflexion de la part de l'ensemble des acteurs du spatial, et c'est normal parce que c'est jamais facile de choisir un lanceur. Mais la conviction d'Ariane Espace, c'est que l'Europe a fait le bon choix. Ce lanceur est modulaire, c'est-à-dire qu'il aura 2 versions, Ariane 62 et Ariane 64, 62 avec 2 boosters, 64 avec 4 boosters. Ariane 64 sera le vrai successeur d'Ariane 5. Elle offrira à peu près les mêmes performances avec en plus un moteur allumable mais pour un prix moindre. Et quant à Ariane 62, elle sera une réponse mieux adaptée que ne l'est aujourd'hui Ariane 5 aux charges utiles européennes, par exemple des programmes Galileo et Copernicus. Donc, un lanceur modulaire, ça nous permettra de faire plus de lancements d'Ariane. Ariane 6, nous ambitionnons d'en faire au moins 11, alors qu'Ariane 5, en moyenne, c'est 6. Sa modularité aura un booster commun qui sera commun aux 2 versions d'Ariane et à Vega, ce qui va permettre de réduire les coûts de production de ce booster. Nous avons vraiment la conviction que, aussi d'un point de vue technologique, les bons choix ont été faits. Nous avons décidé tous ensemble d'aller vers une configuration dite solide, liquide, liquide, qui se fonde sur l'héritage d'Ariane, puisqu'Ariane 5 a 2 boosters à poudre et 2 étages liquides, et le choix a été fait pour Ariane 6 de confirmer cette configuration. Donc nous avons la conviction que c'est le bon lanceur. Nous, Ariane Espace, dans ce débat, nous n'avions pas de légitimité purement industrielle, mais nous avions une légitimité de marché. Et notre responsabilité, c'était de travailler avec nos clients et de dire voilà ce que nos clients attendent et de faire passer ces recommandations aux agences et à l'industrie. C'est ce que nous avons fait. Nos clients se sont clairement exprimés. Ils ont clairement dit qu'ils se retrouvaient dans le choix d'Ariane 6 et que ce choix était le bon. Ils l'ont dit avant que la décision soit prise en disant si vous faites ça, nous serons derrière vous. Et ils l'ont pris après, une fois qu'elle a été prise. Ils se sont adressés à l'ESA au printemps dernier. Ils ont dit la décision est prise, c'est la bonne et maintenant il faut foncer. Je dis cela parce que, évidemment, il se passe beaucoup de choses, les concurrents peuvent tenter d'autres expériences et on peut toujours être tenté de rouvrir l'ouvrage. Ça serait la pire des choses. Une fois qu'on a pris une décision, il faut s'y tenir et maintenant, il faut aller le plus vite possible vers ce lanceur. Et c'est, je pense, vraiment le choix de l'ensemble des acteurs, naturellement l'Agence française et le CNES, l'industrie avec Airbus Safran Launchers et s'agissant des Italiens et des Allemands, Avio et OHB, et puis l'ESA qui sera le maître d'ouvrage de ce lanceur. Bon, donc, 2 nouveaux lanceurs à partir de 2018 et 2020, c'est la première décision, et les contrats de développement d'Ariane 6 et de Vega C ont été passés le 12 août entre l'ESA, l'industrie et le CNES. La deuxième grande décision, ça a été de refonder la gouvernance. C'est une décision ambitieuse puisque là, le paysage a profondément changé. Il y avait autrefois 2 entreprises distinctes, Airbus et Safran, qui ont décidé, dans le domaine des lanceurs civils et militaires, de fonder une nouvelle entreprise, détenue à parité par les 2 groupes, qui s'appelle Airbus Safran Launchers. Et clairement, s'agissant d'Ariane, Airbus Safran Launchers aura des responsabilités accrues par rapport à ce qu'ont été pendant des années les responsabilités de l'industrie. En amont, cette entreprise va assumer la compétence de conception du lanceur, qui jusqu'à présent était assurée par le CNES, et donc c'est à elle qu'il reviendra de concevoir Ariane 6 et ses successeurs. Et en aval, une nouvelle répartition des rôles et des responsabilités avec Ariane Espace, dans la mesure où cette industrie sera exposée aux résultats de l'exploitation d'Ariane, puisqu'en théorie, enfin et même en pratique, il n'y aura plus de soutien à l'exploitation d'Ariane, contrairement à Ariane 6, contrairement à Ariane 5. Il est normal qu'elle ait davantage de contrôle sur l'entité qui commercialise et opère ce lanceur, à savoir Ariane Espace. Et donc, il y a une mutation actionnariale qui est envisagée. Il y a eu une décision prise par le gouvernement français et le CNES et Airbus Safran Launchers de céder les parts du CNES dans Ariane Espace à Airbus Safran Launchers.
Cette décision a été prise lors du Bourget en juin dernier. Maintenant, nous sommes dans la phase de consultation sociale et d'antitrust auprès de la Commission européenne. Nous verrons bien comment se termine cette phase. Nous, Arianespace, nous n'avons pas à nous prononcer sur notre actionnariat. Ce n'est pas nous qui avons la main dans cette décision. Nous pouvons que constater que cette évolution est intervenue et elle est évidemment en cohérence avec cette nouvelle gouvernance de la filière, où il est demandé à l'industrie de prendre plus de risques, mais en échange, l'industrie aura plus de responsabilités et elle aura aussi, nous l'espérons, des clients institutionnels engagés dans Ariane 6, puisque l'idée, c'est d'avoir des vols garantis pour Ariane 6 achetés par les États européens, ce qui donnera à Ariane davantage de force dans la compétition internationale. Alors, évidemment, c'est un changement important qui se profile pour Arianespace, et comme dans tout changement, il y a des facteurs clés de succès. Alors, d'abord, Arianespace est une entité très agile, c'est un peu la gazelle de l'espace, et elle doit garder cette force, cette réactivité, ce contact avec les clients. Et donc, dans la prochaine gouvernance, il faut qu'Arianespace reste l'interlocuteur du client de bout en bout et qu'elle garde cette agilité, cette réactivité, parce que nous devons prendre des décisions très rapides pour gagner les affaires, et nous devons garder cette souplesse qui est la nôtre. La deuxième chose, c'est qu'il faut naturellement que l'ensemble des acteurs se retrouvent dans cette nouvelle gouvernance, ils soient à l'aise. Les agences, mais c'est le cas puisque ce sont elles finalement qui ont impulsé ces changements, mais aussi l'ensemble de l'industrie européenne des lanceurs. Et l'Arianespace de demain, si les évolutions actionnariales envisagées vont à leur terme, est une Arianespace qui sera à 75% détenu par Airbus Safran Launchers et 25% le reste de l'industrie européenne, les Italiens, les Belges, les Suisses, les Allemands. Et il me paraît important que les actionnaires minoritaires d'Arianespace soient à l'aise dans ce nouveau schéma, parce qu'ils représentent un lien entre Arianespace et les gouvernements, l'ensemble de l'industrie européenne des lanceurs. Ariane, Vega, ce sont des projets européens et il faut garder cette identité européenne. Et puis, parce que nous opérons Vega, Vega est un lanceur dont le prime est italien et il faut absolument que ce prime italien se sente à l'aise dans cette nouvelle évolution. Ce sera le cas, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais donc, il faudra trouver une gouvernance d'Arianespace qui affirme à la fois le caractère majoritaire d'Airbus Safran Launchers, mais donne aussi des garanties à nos actionnaires minoritaires. Le troisième paramètre, et sans trop rentrer dans la technique, c'est que dans ce nouveau schéma, Arianespace doit évidemment être un acteur totalement neutre vis-à-vis de l'ensemble des constructeurs de satellites. Dans ce nouveau schéma, Airbus ne sera plus un actionnaire direct d'Arianespace, ce sera la coentreprise Airbus Safran Launchers, mais Airbus Safran Launchers a elle-même Airbus comme actionnaire, et à l'évidence, comme nous le faisons d'ailleurs depuis 35 ans, nous devons travailler en confiance avec tous les constructeurs de satellites, Airbus naturellement, Thales, OHB, les Américains qui sont des partenaires essentiels, et il faudra qu'il y ait des règles de gouvernance qui donnent des garanties à ces différents constructeurs de satellites que Arianespace travaillera toujours en totale équité pour ses clients, avec comme partenaire l'ensemble des constructeurs de satellites. Et puis, le dernier point, c'est dans cette agilité que j'évoquais, nous devons rester vis-à-vis de nos clients un acteur crédible, et un acteur crédible, c'est un acteur qui a évidemment des compétences commerciales, mais aussi des compétences techniques. Quand le client parle à Arianespace, il sait qu'il parle à des gens qui connaissent très bien les lanceurs, qui sont garants de sa fiabilité ultime, qui sont parmi les meilleurs connaisseurs d'Ariane et de Vega, même si, encore une fois, c'est un travail que nous faisons tout au long de la chaîne avec l'industrie et les agences. Et demain, le client doit garder cette qualité de dialogue. Il ne faudrait pas qu'Arianespace ne devienne qu'une entité commerciale. Arianespace gardera la décision de lancer ou de ne pas lancer. On peut optimiser le travail que nous faisons avec l'industrie sur la base spatiale, naturellement, et on peut mieux travailler ensemble, et on va mieux travailler ensemble, mais il faut que Arianespace, qui sera l'interlocuteur, comme je disais, de bout en bout du client, reste un interlocuteur crédible dans l'ensemble des aspects d'un lancement. Ce n'est pas simplement la négociation d'un contrat, c'est aussi évidemment la fiabilité d'un lanceur. Bon, ce sont des facteurs clés de succès. Moi, je suis très confiant dans le fait que ces facteurs clés de succès vont être réunis. Naturellement,
J'ai évoqué un lien avec l'ensemble de l'industrie européenne à travers notre actionnariat, mais il faudra aussi garder un lien fort avec les agences. Les agences seront un client important pour Arianespace, l'ESA, demain peut-être la Commission européenne encore plus directement, nous verrons bien. Nous sommes partenaires avec le CNES sur la base spatiale, nous devons travailler en confiance avec l'Agence spatiale italienne, l'Agence spatiale allemande, et c'est très important que les agences continuent d'avoir confiance dans Arianespace, mais je suis persuadé que ce sera le cas. Voilà, donc il y a des facteurs clés de succès. Nous y travaillerons avec nos partenaires industriels quand les évolutions actionnariales seront clarifiées. Encore une fois, ce n'est pas à Arianespace de décider de ces évolutions, ni même de les commenter, mais je tenais à dire quelques facteurs clés de succès. Et puis, le dernier paramètre, donc j'ai dit 2 nouveaux lanceurs, Ariane 6 et Vega C, une nouvelle gouvernance, mais aussi un impératif, et je tiens à le dire à la représentation nationale, de gagner en compétitivité dès Ariane 5. Ariane 6 est un lanceur très ambitieux dans la réduction des coûts, puisque c'est un lanceur qui sera quasiment 2 fois moins cher. Mais nous devons faire des efforts de compétitivité dès Ariane 5. Pourquoi? Parce que pour maintenir nos parts de marché, et c'était le bon choix, et ce choix a été fait par l'ensemble des actionnaires d'Arianespace, publics et privés, nous avons décidé d'ajuster nos prix, parce que nous avons considéré que rien ne serait pire que de remettre en cause notre base client avant Ariane 6, que de baisser les cadences. Mais une fois qu'on a fait ça, on doit baisser les coûts, sinon ça ne boucle pas économiquement. Baisser les coûts, ça veut dire baisser les coûts chez Arianespace, baisser les coûts d'exploitation sur la base, et nous avons signé des contrats avec nos industriels sols qui engagent un mouvement en ce sens, et baisser les coûts de production du lanceur. C'est un effort qui doit être fait sur toute la chaîne, par tous les acteurs, qui est à portée de main. C'est à peu près 5 à 6% de notre base de coûts globale à l'horizon 2017. Mais il faut le faire, car si nous ne le faisons pas, les comptes d'Arianespace rentreront dans le rouge. Toute industrie s'adapte, c'est la loi de nos industries, et elle s'adapte d'autant mieux que nous avons de bons produits, une forte activité et des projets d'avenir. C'est au moment où on prépare Ariane 6, les États vont injecter 800 millions d'euros par an dans la filière. C'est au moment où nous avons un carnet de commandes record. C'est au moment où nous n'avons jamais fait autant de lancements qu'il faut faire ces efforts de productivité, tout simplement parce qu'il y a des relais de croissance qui vont nous permettre de les absorber. Mais rien ne serait pire qu'un paysage où chacun se fige et dit finalement, je vous laisse la politesse, à vous de commencer par faire les efforts. Je pense qu'on doit être dans une logique coopérative dans la filière et répartir équitablement les efforts entre les acteurs. De toute façon, Ariane 6 devra être moins cher et tout ce qui pourra être fait en anticipation sur Ariane 5 nous permettra d'avoir un équilibre économique durable avant même l'arrivée d'Ariane 6. Bon voilà, j'en terminerai juste pour rappeler à quel point Arianespace, Ariane, les lanceurs européens n'existeraient pas sans les pouvoirs publics, sans le soutien des gouvernements, du gouvernement français à l'évidence, mais aussi des gouvernements européens. Ariane est un projet européen, l'Allemagne est le 2e contributeur, l'Italie le 3e, la Belgique a toujours été fidèle à Ariane, la Suisse aussi, on pourrait citer d'autres pays comme l'Espagne. C'est un projet européen emblématique qui a besoin du soutien et de l'engagement des États européens. Cet engagement a été manifesté de façon, je dirais, assez magistrale lors de la conférence ministérielle de Luxembourg. Je pense que la France a joué un rôle important. La ministre Geneviève Fioraso a été tout à fait clé dans les équilibres qui ont été trouvés. Et puis, il y a le dialogue avec la représentation nationale. Il est très important parce que, à l'évidence, l'intérêt des parlementaires, au sens le plus fort du thème, pour Ariane, pour Arianespace, est quelque chose qui est clé pour notre avenir. Je l'ai dit, nous avons en face de nous des concurrents qui ont des lancements garantis avec leur gouvernement. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a ce qui s'appelle le Buy American Act, et vous ne pouvez pas lancer un satellite américain par un lanceur qui n'aurait pas 50% de valeur ajoutée américaine. Cette loi n'existe pas en France et en Europe. Je ne mentionne même pas les Russes et les Chinois. Nous avons besoin de l'engagement des pouvoirs publics autour de ce très beau projet emblématique qu'est Ariane. La première Ariane a été tirée le 24 décembre 1979.
C'était un soir de Noël et depuis, la fabuleuse aventure continue. Elle continue grâce à l'excellence de nos ingénieurs partout en Europe et singulièrement en France, mais aussi parce que les pouvoirs publics sont là. Voilà, merci beaucoup.